va jusqu'à la 500e intervention. Lorsque on injecte le paramètre apprentissage dans cette courbe d'apprentissage, inclure les chefs de clinique par exemple quand ils sont proctorés par un senior, ça augmente les pertes sanguines, la durée d'ischémie, la durée moyenne de séjour, mais ça n'augmente pas les complications. Une étude du CCAFU sur les tumeurs kystiques, toujours, 120 patients, les récidives et la survie étaient très bonnes, puisqu'il n'y avait que 8 récidives sur 120, avec un risque essentiellement faible, dans 75% des cas à peu près, le Bosnia 4 étant un facteur de risque x2, augmenté 2 fois le risque de trouver du haut grade. Le délai médian était d'environ 30 mois. Une étude intéressante qui nous vient de l'HEGP concernant les tumeurs synchrones du rein, avec la question « Peut-on prédire la concordance histologique de ces tumeurs ?» Le message est le suivant, l'histologie est différente dans environ 1% des cas. Un des facteurs prédictifs de la concordance était un âge inférieur à 60 ans, l'existence de plus de 3 tumeurs et des tumeurs bilatérales, et un différentiel de rangement entre les tumeurs inférieur à 45 unités ensuite sur le scanner. Se pose la problématique en cas d'indication de biopsie, à savoir s'il faut biopsier une, deux ou plusieurs tumeurs. Une autre étude assez intéressante également de l'HEGP concernant la découverte fortuite d'un PT3A lors de la néphrectomie, avec le souci, est-ce que la néphrectomie compromettait les résultats oncologiques? Il semble que non, qu'il n'y a pas de geste de totalisation puisqu'il n'y avait aucun impact, que ce soit sur la survie globale, la survie spécifique et la survie sans progression. Concernant les cancers de vessie, une étude de recherche assez intéressante qui nous vient de Toulouse, une collaboration entre le CHU et des équipes de recherche des instituts de recherche qui visent à modéliser un autre type de modèle pour la recherche qui consiste à faire ce qu'on appelle des cultures d'organoïdes, qui est un modèle qui a pour objectif de répondre aux limites des modèles actuels in vitro et in vivo et qui consiste à fabriquer une sorte de mini-organe épithélial en 3D qui reprend les caractéristiques d'un épithélium de vessie. Actuellement, le modèle est assez avancé, notamment en termes de reproductibilité et d'homogénéité des cultures, l'architecture de la médivessie et l'équipe est en train de perfectionner les conditions de culture et l'expression des marqueurs, notamment marqueurs de barrière. Également cette étude sur les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle avec la compliance ou le degré de respect des recommandations dans la pratique quotidienne. Il s'agit d'une enquête auprès de plusieurs urologues européens, dont 75 Français. Particularité de la France qui mérite d'être notée, c'est que en général, les urologues en France respectent les recommandations de la FUE à 96%. J'imagine qu'avec l'application qui est disponible à partir de cette année sur les smartphones, ce sera 100%. Globalement, il existait une bonne stratification du risque. En revanche, il y avait une mauvaise application des recommandations concernant l'instillation post-opératoire immédiate qui n'était réalisée que dans 38% de cas en France. La deuxième RTUV, on est un petit peu mieux, à 76%. En revanche, le traitement adjuvant pendant 3 ans dans les hauts risques n'est réalisé que dans environ la moitié des cas. Et globalement, concernant la surveillance, les tumeurs de bas risque étaient sur-monitorées alors que les tumeurs de haut risque étaient sous-monitorées. Cette étude également multicentrique dans les résultats à 3 ans, c'est l'étude EuroBCG4, comparer l'efficacité et la tolérance de 2 schémas d'entretien. Globalement, un schéma contraignant ou plus contraignant à 3 mois et un schéma à 6 mois. La toxicité était inférieure dans le schéma à 6 mois, sans différence d'efficacité, notamment en termes de récidive. Donc cette étude plaide pour un schéma d'entretien tous les 6 mois, ce qui peut être encore intéressant compte tenu du contexte actuel d'approvisionnement en BCG. Concernant les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, cette étude d'évaluation de 2 modalités de traitement, un traitement standard qui consistait à la stérectomie radicale versus un traitement multimodal présenté par Thomas Ezen, RTUV optimale, puis radiochimiothérapie, puis une cystectomie uniquement dans le cas où il n'y avait pas
de réponse à cette première ligne thérapeutique. Il s'avère qu'il y avait une meilleure survie globale après cystectomie radicale versus la thérapie trimodale, bien que les auteurs ont noté une absence de différence dans certains groupes de patients, notamment les personnes âgées, les femmes et les patients avec beaucoup de comorbidités et qui avaient des tumeurs assez avancées. Une étude qui s'est intéressée à l'impact de l'intoxication tabagique sur l'agressivité tumorale au moment de la cystectomie. Agressivité définie par une maladie supérieure ou égale à PT3 ou N+. À noter qu'un patient qui est fumeur actif au moment de la cystectomie avait quasiment 10 fois plus de risque d'avoir une maladie agressive comparé à un non-fumeur. Et à l'inverse, un patient qui a été sevré pendant plus de 10 ans avait un risque significativement très réduit. Il faut donc conseiller aux patients, dès l'entrée dans le circuit urologique, de s'arrêter de fumer, parce que ça peut avoir un impact. Une approche assez originale sur la RV7 qui a été présentée par Nicolas Barry de Longchamp sur la présence ou l'expression de cette RV7 qui, comme ça a été rapporté plutôt dans les tumeurs résistants à la castration, avec notamment cette résistance aux hormones de seconde génération. Lui, il s'est intéressé à ce marqueur, à ce récepteur, dans les urines, dans les liquides de lavage des biopsies, mais au moment du dépistage, il s'avère que la détection dans les urines seules était insuffisante, et la RV7, il était présent, mais il n'était pas associé ni au cancer, ni à son agressivité, tel que le montrent ces résultats. Une étude multicentrique française sur les familles à risque de cancer lorsqu'on a un antécédent direct, les résultats à 8 ans, dans un groupe de patients assez jeunes, entre 40 et 49 ans, qui a été présenté. L'incidence du cancer de la prostate est assez rare dans cette population, estimée à 8 ans à 2,6%. Le PSA, selon les auteurs, reste un bon examen de dépistage chez ces patients. Et puis, il recommande qu'au-delà de 40 ans, on fait un premier dosage. S'il est supérieur à 1 nanogramme par ml, il faut faire un dosage annuel et un dépistage sur une recommandation. Sinon, tous les 5 ans, c'était raisonnable. Une étude du CCAFU prostate, en tous les cas, l'idée a été soumise au CCAFU prostate, qui a été présentée par Armel Vinceneux, qui s'est intéressé à une variante ductale de l'adénocarcinome de la prostate, qui a montré, comparé à une cohorte d'adénocarcinome classique, une surexpression de Ki67, plus de prolifération et une plus grande perte de PTN, alors que les autres marqueurs étaient identiques. Également, cette étude intéressante qui nous vient de Bordeaux, avec des critères de sortie de la surveillance active. Ils ont rapporté qu'un PSA, une densité de PSA supérieure à 0,15 nanogrammes par ml était un facteur prédictif de sortie. À noter que 25% de nos patients étaient sortis à 2 ans et que quand on regarde les résultats anatomopathologiques, 66% avaient un risque intermédiaire ou haut risque, et puis avec des valeurs significatives de cette densité de PSA, qui était un élément assez original. Une autre étude qui nous vient de Lyon qui a analysé 2 séquences thérapeutiques dans la récidive locale du cancer de la prostate, à savoir l'EFU suivi d'une radiothérapie versus l'inverse. Donc c'est une étude à parier sur 342 paires de patients. Il s'avère que faire une EFU première permet une meilleure survie spécifique, sans métastase et sans hormonothérapie palliative, avec un taux de complication de grade supérieur ou égal à 3 en faveur de l'EFU première. Peut-être que si on doit choisir entre les deux et que si on a la possibilité de faire les deux, peut-être commencer par l'EFU pour de meilleurs résultats. Et enfin, une étude internationale avec une participation française qui a été présentée, une étude de radiothérapie avec 2 schémas, à savoir c'est les nouvelles techniques de radiothérapie qui permettent de faire des schémas plus courts, 4 semaines versus 8 semaines, avec une hypothèse de non-infériorité, faisait pareil ou pire ou mieux. En tous les cas, l'idée c'était de de vérifier la non-infériorité par rapport au schéma standard. Vous voyez que l'odds ratio de l'hypothèse hypofractionnée sur standard est à 0,99% avec une borne haute de l'intervalle de confiance qui ne dépasse pas les 20%. Et donc on ne pouvait pas rejeter la non-infériorité. Le traitement en cours donc semblait identique, en tous les cas n'était pas inférieur et la toxicité était identique. Concernant le rétropéritoine, très peu d'études ainsi que les EGE, j'en ai retenu 2.
les résultats de la surrénalectomie pour une métastase surrénalienne, un cancer du rein, à l'ère de la néphrectomie totale où il n'y avait plus de recommandation à faire une surrénale associée à la néphrectomie. Les complications étaient d'environ 25%, très peu de complications majeures, et puis la survie sans récidive à 5 ans était rapportée à environ 20%, avec une métastase métachrone, c'est-à-dire supérieure à 6 mois par rapport aux néphrectomies, une métastase unique qui était de bons facteurs pronostiques. Concernant les facteurs d'instabilité hémodynamique lorsqu'on opère des phéochromocytomes, cette étude qui nous vient d'Amiens, une hypertension préopératoire et 2 traitements antihypertenseurs et le surpoids étaient tous les 3 associés à une instabilité péropératoire lorsqu'on opère des phéochromocytomes. La taille des phéochromocytomes n'était pas positive dans l'analyse statistique. Je vous remercie. C'est bientôt la fin de ce congrès, chers collègues, chers amis. Il me reste 2 missions. La première est de vous annoncer le prix du meilleur stand, prix qui permet aux